Bonjour à tous. Merci donc beaucoup d'être venus m'écouter. Merci à Talking KT de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Salomon Brice et juste pour le fun, pour information, cette présentation est en Kotlin. Donc en fait, tout est écrit en Kotlin.js. Je vous mettrai le lien à la fin de la présentation si ça vous intéresse. Là, comme ça, vous avez la liste de mes slides si vous voulez avoir un peu d'avance. Mais voilà, pour le fun, tout est écrit en Kotlin. Et comme on peut le voir en bas, hein, je fais tourner un petit démon qui fait fonctionner en JavaScript cette présentation. Alors, donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Salomon Brice et j'ai créé avec Romain, qui vous a présenté tout à l'heure, une société qui s'appelle Codeine Coders, qui est focalisée exclusivement sur Kotlin et on se spécialise sur Kotlin et Kotlin Native. Pour information, on est certifié JetBrains pour la formation sur Kotlin et les différents sujets que ça touche. Donc si jamais vous avez des besoins de formation, de consulting ou whatever, n'hésitez pas à faire appel à nous. On se spécialise vraiment là-dessus. Codeine Coders, c'est l'aspect business de notre activité, mais il y a l'autre face de la médaille qui est l'aspect communautaire. Donc l'aspect communautaire, il est représenté par le Codeine Framework, qui est un framework open source qui est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on va targeter la JVM, Android, mais aussi Kotlin native, iOS, JavaScript. En gros, partout où peut compiler Kotlin, on fournit des outils via le Codeine Framework qui sont bien sûr complètement open source. Tout à l'heure, Romain, mon collègue, vous a présenté Codeine DI, l'outil d'injection de dépendance multiplateforme. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un autre outil qu'on développe depuis 2 ans et qui va être release sous peu. Je vous en parlerai à la fin de cette présentation. On va se focaliser aujourd'hui sur une librairie qui est embarquée, c'est-à-dire qui target les mobiles et les desktops. D'accord ? On a des plans pour proposer cette base de données compatible avec Kotlin.js. Ce que je vous montre aujourd'hui ne l'est pas. On target exclusivement Android, iOS et le desktop. Par contre, quelque chose que je veux très clair tout de suite maintenant, on va parler de base de données embarquées. Et il est très important pour moi que vous compreniez qu'il vous est interdit d'utiliser cette base de données sur un serveur. Évidemment, vous faites ce que vous voulez. Si jamais vous avez envie de prendre cette base de données embarquée et de la mettre sur un serveur, tant pis pour vous. Maintenant, sachez que cette base de données, elle a été créée, elle a été faite, elle répond à des exigences de mobile et d'embarqué, absolument pas des exigences de serveur. Donc si vous l'utilisez sur un serveur, vous êtes au-devant de certains problèmes. Avant de parler de cette librairie, je pense que je dois expliquer le titre. Donc le titre, Embedded NoSQL Data Persistence Everywhere. Okay. Et donc dans ce titre, il y a un mot-clé qui ressort, et ce mot-clé, c'est évidemment NoSQL. Pourquoi NoSQL? Pourquoi une base de données NoSQL? Pourquoi est-ce que je propose une base de données NoSQL embarquée? Et pour expliquer pourquoi, je pense qu'il est important que on parle de SQL. Ok, donc vous faites une application mobile, qu'elle soit sur Android ou sur iOS, et vous allez utiliser, bien sûr, SQLite. Et pour ça, vous allez donc créer votre modèle. Un modèle de data class Kotlin classique. Prenons par exemple ce modèle-là, un user. Okay, et donc ce user, il a un ID qu'on va appeler UID, un first name, un last name, une adresse, pourquoi pas. Une fois que vous avez fait ça, vous devez transformer votre modèle en SQLite. Vous devez le décrire en SQL. Et donc vous prenez votre table, enfin votre objet, votre classe, et vous en faites une table SQLite. Une fois que vous avez fait ça, bon, bah, comment est-ce qu'on va gérer la création des tables? Parce que quand on ouvre une base de données, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de table, donc il faut que je gère, attention, il faut initier les schémas si jamais la base de données est vierge. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut la logique pour ajouter les données dans la base de données. Donc on va prendre des données qui sont sous forme Kotlin, des data classes, et on va les spread out, c'est-à-dire on va
récupérer chaque donnée que contient cette classe une à une pour les transformer en SQLite, d'abord en texte et puis ensuite en données qu'on va transférer à SQLite. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut faire le trajet inverse, c'est-à-dire quand je query, je dois pouvoir récupérer des données de SQLite et ensuite, comme je récupère chaque donnée de manière unitaire, je dois les retransformer en objets. Et puis ensuite, il faut que je puisse écrire mes queries. Donc j'écris mes queries dans un autre langage, le SQL, et je récupère chacune des données. Et puis, enfin voilà, vous comprenez le principe, il y a beaucoup de cérémonies, beaucoup d'overhead, pas forcément en termes de performance, mais en termes d'écriture, alors qu'en fait, la seule chose qui vous intéresse, vous, c'est vos modèles. Lorsque vous écrivez une application, ce que vous voulez, c'est mettre des données en mémoire et récupérer ces données de la mémoire. Quand je dis mémoire, je parle évidemment de stockage. Okay, tout le reste est dans le chemin entre vous et votre logique business. Ce qui en vient à cette citation, lorsque l'on développe une application mobile, ou plus généralement cliente, la plupart du temps, SQL n'est pas nécessaire à la gestion des données. Il est très important que l'on comprenne que ceci est évidemment une opinion. C'est mon opinion et c'est ce qui m'a amené à la création de la librairie que je vous présente aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Si vous êtes heureux avec SQLite, je suis très heureux pour vous. Personnellement, j'ai toujours détesté cette cérémonie qui nous vient du serveur, qui a du sens, qui est absolument cohérente lorsqu'on développe un serveur et qui pour moi est complètement inutile lorsqu'on développe une application cliente ou une application mobile. Donc repartons de notre data class. La seule différence ici, c'est que l'UID est une string et plus un int. D'accord? Et je veux ouvrir une base de données, je fais db.open. Je veux rajouter un user dans ma base de données, je fais db.put. Pourquoi se compliquer la vie? Je veux récupérer un user, je récupère sa clé et puis je fais un get sur cette clé. C'est aussi simple que ça. Ici, vous remarquez que la clé d'un user, c'est un UUID parce que c'est unique et parce que ça vous assure que deux utilisateurs n'auront pas le même ID, vu qu'il n'y a pas la notion d'auto-incrémente dans une base de données NoSQL. Et puis ensuite, vous voulez query, c'est-à-dire récupérer un ensemble de données, vous voulez itérer sur cet ensemble de données, eh bien, vous voulez récupérer tous les membres de ma famille, faites une requête, byIndex, last name, Brice, récupérez les modèles, faites-en une liste, terminé. C'est aussi simple que ça. Pas de schéma, pas de cérémonie, simplement je put et je récupère des données Kotlin dans la base. Alors, la question qu'on se pose, c'est dans une base de données, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait un ID. Comment est-ce que je définis quel est l'ID de ma classe, quel est le champ qui correspond à l'ID? Eh bien, je vais simplement utiliser une petite annotation @id. Dans une base de données NoSQL, ou en tout cas dans la plupart des bases de données NoSQL, les index doivent être explicites. Donc là, si je fais une recherche par last name, je dois explicitement définir que je vais créer un index sur mon last name. Donc pour ça, j'utilise l'annotation correspondante @index. Voilà. Notez que plusieurs utilisateurs peuvent avoir la même adresse. Les couples, ça existe, et les familles aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, ici, on ne va pas stocker l'adresse, mais on va stocker la clé de l'adresse, vu que l'adresse est un autre objet qui va avoir sa propre vie dans la base de données, et donc on la référence avec sa clé. Voilà, donc je vous ai parlé du Codeine Framework. Eh bien, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui la nouvelle librairie de Codeine qui intègre le Codeine Framework qui s'appelle Codeine DB. Tout à l'heure, on vous a présenté Codeine DI qui fait de l'injection de dépendance. Eh bien, la nouvelle entrée dans la famille du Codeine Framework, c'est Codeine DB qui est une base de données NoSQL embarquée, spécifiquement targetée pour les applications mobiles et clientes. Alors, comment elle marche, cette base de données? Plutôt que de vous donner simplement l'API comme je l'ai fait, je pense que c'est important, quand on utilise quelque chose, de comprendre comment il fonctionne. Donc, on va
très rapidement s'intéresser au fonctionnement interne de la librairie, ou en tout cas de ses briques. La première brique qu'utilise CodeInDB, c'est LevelDB. LevelDB est une base de données, enfin plutôt un data storage clé-valeur développé en C++ par Google. C'est très rapide. Si vous utilisez Chrome, c'est le moteur de, c'est le moteur de stockage de données qui est dans Chrome, donc c'est quelque chose de très rapide, de très optimisé, et c'est pas du tout quelque chose que je suis allé chercher de derrière les fagots. C'est donc développé par Google et officiellement supporté par eux. Ensuite, on parle d'une librairie qui est multiplateforme pour Kotlin. Or, on a un problème. Kotlin JVM, pour parler à du C++, ça utilise le système de la JVM qui s'appelle JNI. Kotlin Native, pour parler à du C++, eh bien, ça utilise C-interop, qui est leur propre système d'interop entre Kotlin Native et C++, Rust ou n'importe quel langage natif. Donc, il y a deux couches d'interopérabilité dans cette librairie, une pour JNI, une pour Kotlin Native. Ces deux couches permettent d'obtenir la même API de LevelDB en Kotlin. Une fois qu'on a ça, on peut développer la couche data. La couche data, c'est la couche qui va être responsable de la gestion des données, la gestion des index, la gestion du querying. Par-dessus la couche data, on a la couche modèle. La couche modèle, c'est ce qui va être responsable de transformer vos objets en données et vos données en objets. Pour ça, elle utilise un outil qui permet de faire de la sérialisation et de la désérialisation, et cet outil est à votre choix. Vous pouvez utiliser le modèle de sérialisation qui vous intéresse le plus. Aujourd'hui, deux systèmes sont supportés, c'est CRI-O pour la JVM et Kotlin X Serialisation pour le multiplateforme en général. Par-dessus cette couche modèle, il y a une autre couche qui est la couche de cache. Le cache vous permet de vous assurer que si vous mettez un modèle dans la base de données et qu'ensuite, 2 minutes plus tard, vous requêtez ce même modèle, eh bien, le modèle, il est déjà dans le cache, pas la peine d'aller le chercher, de le désérialiser, etc. Il est déjà là, on peut vous le donner. Et donc, c'est une optimisation très importante pour vos applications. Prenons par exemple une page, vous ouvrez un chat ou vous ouvrez une information sur un produit, vous refermez, vous réouvrez cette information, plutôt que de retourner dans la base, les objets ils sont déjà dans le cache et donc c'est évidemment extrêmement rapide. Par-dessus tout ce truc, il y a une couche d'API. La couche d'API qui est la couche qui va vous permettre de de parler à la base de données, hein, c'est ce qui est propre. Et bien sûr, par-dessus ça, il y aura vos applications iOS ou Android, desktop, native, ce que vous voulez. Si jamais un jour, vous voulez améliorer cette base de données, proposer un plugin, quelque chose, une fonctionnalité en plus, eh bien sachez que c'est possible, parce que le gros avantage des modèles en couches, c'est qu'on peut rajouter des couches, et tant qu'on continue à faire la communication entre la couche qui est au-dessus et la couche qui est au-dessous, on peut rajouter des fonctionnalités. Et pour ça, CodeInDB vous permet de vous intégrer au-dessus de la couche data avec ce qu'on appelle un data middleware. Et elle vous permet aussi de vous intégrer au-dessus de la couche modèle et cache. C'est ce qu'on appelle un model middleware. Et avec ça, vous allez pouvoir ajouter des couches de logging, des couches de synchronisation, des couches de ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter votre propre logique dans la base de données. Sachez qu'en réalité, le cache, c'est un middleware. C'est-à-dire que le cache lui-même, vous pouvez le désactiver, vous pouvez le remettre. En fait, c'est un middleware. On peut le retirer. C'est juste une couche qui fait le lien entre l'API et le modèle par-dessus et qui intercepte les requêtes en disant si je l'ai déjà en cache, je te retourne la donnée tout de suite. Le fait que le cache existe, c'est important. Non seulement parce qu'il y a des optimisations, mais aussi parce que vous et moi, à cause du cache, on va devoir passer un contrat. Et ce contrat, qu'est-ce que c'est? C'est l'immutabilité de vos données. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Tu me proposes une base de données. Cette base de données, je dois pouvoir mettre des données dedans et puis je dois pouvoir les modifier. Si je mets que des données immutables dedans, bah dans ce cas-là, c'est plus vraiment une base de données. Alors oui, mais non. Je ne vous parle pas des données en base, je vous parle des classes qui représentent ces données.
Prenons une classe user. Cette classe user, donc comme tout à l'heure, elle a un UID, elle a un name, on va simplifier, on va lui mettre que ça. On crée un user, et ce user, on va l'appeler John. Pardon. Et on va le rajouter dans la base de données. Le problème, il vient donc du fait que name est mutable. C'est un var. Alors pourquoi c'est un problème? Disons que vous faites du multithread ou même pas, enfin que vous faites des choses bizarres. Qu'est-ce qui se passe si ici, j'affiche avant, pendant et après le nom du user? Eh bien, ici, le nom est Jane, parce que j'ai encore rien fait et c'est ce qui est en base de données. Mais ici, le nom est déjà John, ce qui est faux. Ce qui ne devrait pas s'afficher. Il devrait encore s'afficher Jane parce que, en base de données, comme je n'ai pas encore effectué le put, en base de données, ce qui est représenté dans la base de données, c'est Jane encore. Mais il m'affiche John parce que j'ai modifié l'objet et que le cache, interceptant la requête, va vous retourner l'objet qui est en cache. Donc en réalité, ce que j'affiche là, ici, pardon, c'est pas l'objet c'est pas ce qui est en base de données, c'est ce qui est en cache. Et si on modifie l'objet, comme la référence de l'objet est en cache, on désynchronise le cache et la base de données. Ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est faire une data class avec que des vals, quelque chose d'immutable, et de faire uniquement des copies. Je copie l'objet, et quand je le put, il va remplacer l'objet en cache, il va remplacer la donnée en base de données, donc il n'y a pas de souci, mais je ne modifie pas l'objet lui-même, je crée un nouveau document. C'est comme dans un tiroir à documents, on va réimprimer le nouveau document, enlever l'ancien, mettre le nouveau, mais on ne va pas faire des ratures sur le document existant. C'est l'idée qu'il faut se faire. Malheureusement, le langage Kotlin aujourd'hui ne nous permet pas de s'assurer qu'un objet est immutable. On ne peut pas dire le langage Kotlin, je n'accepte que des données purement immutables. J'ai écrit un article sur ça serait une bonne idée de proposer un système avec des objets immutables. N'est-ce pas, Nikolai? L'article. Du coup, si un jour JetBrains se met dans l'idée de rajouter de l'immutabilité, ça serait quand même très pratique pour cette librairie. Ok, alors, on va voir un tout petit peu plus l'API en détail pour vous montrer que ça a beau être une API simple, ça reste une API qui est extrêmement flexible. Je vous ai montré qu'on ouvrait la base de données comme ça. Mais bon, il y a souvent des problématiques de configuration. Je veux faire des choses un peu différentes des autres. Comment est-ce qu'on configure, par exemple, l'ajout? Eh bien, la plupart des fonctions qui sont exposées par l'API de la base de données prennent en paramètre, en dernier paramètre, un nombre, un vararg, c'est-à-dire un nombre illimité d'objets de configuration. Par exemple, ici, je peux lui passer, là, je peux créer un objet et lui dire, voilà, levelDBOptions.snappyCompression false. Donc là, je désactive la compression snappy, ce qui n'est pas forcément utile. En fait, toutes les données dans la base de données sont compressées pour prendre un peu moins d'espace avec un algorithme de compression qui s'appelle Snappy, qui est extrêmement rapide. Et si vous désactivez Snappy, vous ne verrez pas d'optimisation parce que, en fait, ce n'est pas Snappy qui est le bottleneck. Donc, en fait, ça ne sert à rien de le désactiver. Pourquoi ne pas, à la place, activer les paranoid checks? Parce que je suis un peu paranoïaque et que je veux m'assurer que tout se passe toujours bien. On peut rajouter un nombre illimité d'options de configuration. Je peux par exemple rajouter que je veux que la base de données, je veux l'ouvrir, mais je ne veux pas la créer, c'est-à-dire que si elle n'existe pas, je veux que ça fail. Par défaut, c'est open or create. Là, je peux passer uniquement open et dire si jamais la base de données n'existe pas, fail. Et enfin, on peut évidemment envoyer l'objet modelCache.disable qui désactive le cache si jamais vous vous assurez que le cache ne vous est pas utile ou qu'il n'est pas comme il faut, ou etc. Mais comme le cache c'est quand même très utile, ce que vous pourriez faire par exemple plutôt, c'est modifier la taille du cache. Par défaut, si ma mémoire est bonne, ça va être un 32e de la mémoire maximale de l'application, je crois que c'est ça. Mais si ça ne vous convient pas, si vous voulez définir votre taille de cache différemment, vous pouvez le faire en paramètres. Donc vous voyez qu'on peut ajouter un nombre infini d'objets de configuration, et c'est d'ailleurs ce qui permet aux middleware de récupérer leur propre objet de configuration. En installant un middleware, vous pouvez créer des objets de configuration qui vont être passés à dbopen, qui vont être passés à travers toutes les couches, vous interceptez cet objet et vous configurez votre propre middleware comme ça.
Ok, donc vous avez un objet, vous voulez le mettre dans la base de données. La première chose qui va se faire, enfin pas la première chose, mais ce qui va effectivement s'effectuer, c'est que vous allez, enfin la librairie va transformer cet objet en binaire, et c'est évidemment ce qu'on appelle le processus de sérialisation. Donc c'est le boulot du sérialiseur. Mais la base de données de votre objet, elle va avoir besoin d'autre chose, elle va avoir besoin de plus, elle va avoir besoin des métadonnées de l'objet. Quel est son ID, quels sont ses index, etc. Et donc pour ça, enfin voilà, donc son type, son ID, ses index. Et pour ça, on va utiliser une interface. Donc on a l'interface serializer et on a aussi l'interface metadata extractor. C'est ce qui va être responsable d'extraire les métadonnées d'un objet pour définir quel est son type, son ID, son index. Et ça, c'est le boulot de la couche modèle qu'on a vu tout à l'heure. Une fois qu'on a tout ça, on met tout ça en base de données, on le passe à la couche data qui va évidemment organiser ça comme il faut dans le VLDB, faire tout ce qu'il faut. Évidemment, le processus il va dans les deux sens, sauf que quand on récupère un objet, on n'a pas besoin de récupérer ses métadonnées, donc on va juste récupérer sa représentation binaire, la désérialiser et vous la retourner. J'aimerais qu'on s'intéresse 2 secondes à ces deux interfaces qui sont évidemment vitales pour le fonctionnement de la librairie, le serialiseur et l'extracteur de métadonnées. Comment ils fonctionnent? Retournons à notre class user avec son ID, son first name, son last name, son adresse et la manière dont est une base de données qu'on ouvre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Kotlin native limite Kotlin multiplateforme. Et d'ailleurs, pas que Kotlin native, Kotlin JS aussi. En gros, en JVM, il y a de la réflexion. En native et en JS, il n'y a pas de réflexion. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en réalité, on ne fait pas d'annotation. Donc comment est-ce qu'on fait? Déjà, alors en fait, si, on fait une annotation, on commence par une annotation, hein, serialisable. Donc ça, c'est Kotlin X serialisation qui fonctionne avec un plugin de compilateur. C'est pour ça que l'annotation @serializable fonctionne. Ensuite, on installe dans la base de données le serialiseur Kotlin X parce que c'est celui qu'on a décidé d'utiliser et on va déclarer nos serialiseurs manuellement. Ceci, ça n'est nécessaire que si vous utilisez CodeInDB en multiplateforme. Si vous utilisez CodeInDB avec Android ou avec la JVM uniquement, tout ça va être fait de manière automatique pour vous. Avec la réflexion, à la création de la base de données, on va aller regarder si le serialiseur est disponible, quels sont, etc. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous utilisez Kotlin multiplateforme, et donc que vous allez utiliser CodeInDB à tout hasard sur une application iOS, vous allez devoir déclarer le serialiseur et les classes serialisables. Comme je l'ai dit, pas de réflexion en Kotlin native, donc pas d'annotation. Donc on va retirer les annotations et à la place, on va définir soit un metadata extractor, ce qui est la version la plus complexe, soit on peut simplement faire en sorte que notre modèle implémente l'interface metadata et que notre modèle donne l'ID. Et tant qu'à faire, si on a des index, notre modèle donne aussi les index. Évidemment, ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas d'index. Ça, c'est nécessaire, encore une fois, si vous faites du Kotlin multiplateforme, si vous targetez Android et iOS. Absolument pas si vous targetez Android seulement. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les annotations. Tout ceci, c'est un peu de boilerplate. Alors, vous pouvez le faire directement dans la donnée, ou si vous voulez, vous pouvez créer un objet metadata extractor qui va extraire les métadonnées. Comme ça, vous n'avez pas à modifier vos data classes. C'est à votre choix. Tout ceci, toute cette cérémonie deviendra absolument plus nécessaire le jour où les plugins de compilateur seront vraiment utilisables. Aujourd'hui, les plugins de compilateur, c'est un peu mouvant. Donc, on réfléchit à faire un plugin de compilateur pour CodeInDB. Pour l'instant, c'est compliqué, il n'y a pas de documentation, il manque plein de choses pour les plugins de compilateur, donc on va rester sur cette API pour l'instant. Donc, comment est-ce qu'on query la base de données? Faisons un peu de recherche. Si je veux récupérer tous mes utilisateurs, je fais db find users all. Aussi simple que ça. Si je veux récupérer par index, je fais find users by index et je donne l'index et la valeur de l'index. Je peux évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer des objets
de configuration à la plupart des queries. Donc là, par exemple, je pourrais dire, tiens, profites-en pour vérifier la checksum, ou carrément skip le cache si je ne veux pas que la donnée soit mise en cache, ou refresh le cache si jamais je veux forcer le refresh du cache, ou tiens, je te donne un serialiseur particulier pour cette donnée. Reprenons notre modèle. On a donc un ID, un name, une adresse. Name, cette fois-ci, maintenant, c'est une classe. Pourquoi pas? C'est plus first name, last name, c'est l'objet name. Je veux rajouter la date de naissance. Donc, faisons ça. Je rajoute la date de naissance. Cette date de naissance, nous allons bien sûr l'indexer. Donc, je rajoute un index, birth. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les index peuvent être composites. Un index n'est pas forcément composé que d'une seule valeur. Je peux faire en sorte qu'un index soit composé de plusieurs valeurs. Le gros avantage, c'est qu'en faisant une recherche par index, à tout hasard, ceux qui sont nés dans l'an de grâce 1986, je peux leur dire, cherche tous ceux qui sont nés en 86, ou peut-être en décembre 86, ou peut-être le 15 décembre 86. Donc, le gros avantage, c'est qu'avec les index composites, je peux faire des recherches plus ou moins spécifiques en fonction de ce dont j'ai besoin. Évidemment, si je veux récupérer tous les membres de ma famille, je fais une recherche par last name Brice, okay, mais on peut être un peu plus malin. L'ID est lui-même un index. C'est l'index primaire, c'est l'index qui va définir l'ordre des données, des objets qui nous seront retournés lorsqu'on fait un find all, par exemple. Donc, si je veux faire une recherche par last name et que je le fais régulièrement, je peux mettre directement le last name dans l'ID. L'ID peut lui-même être composite. Alors, il doit être unique, c'est pour ça qu'on a toujours le UID derrière. Mais en faisant maintenant une recherche by ID Brice, je dis je veux tous les objets user dont la première valeur est Brice, et comme, dont la première valeur de l'ID est Brice, et comme l'ID est un index, il peut être composite. Alors ça, c'est vachement bien, sauf qu'on a un problème. Le problème, c'est que les gens se marient. Il faut arrêter de faire ça. Et la question est, que se passe-t-il si l'ID d'un objet change? Eh bien, je vais vous répondre ça en disant que nous allons passer un contrat. On parle de mariage. Et ce contrat, c'est que l'ID définit le document. Prenons un exemple. Je put un utilisateur, ID1, nom John. Pas de souci, ça crée un document John dans la base de données. Maintenant, je vais modifier, modifier en faisant un copy, comme je l'avais dit, modifier ce document, je vais le changer dans la base de données, je vais dire que maintenant, l'ID 1, c'est Alice. Donc effectivement, ça va modifier l'ID, le nom, et bien mettre au document 1, c'est Alice. Maintenant, je fais quelque chose qui n'est pas du tout cachère, qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais copier ce modèle et changer l'ID. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire en base de données? Ça va créer un nouveau document. Sauf que la clé que j'ai créée au tout début, qui est là, elle représente toujours le premier document. Donc j'ai créé un deuxième document avec un deuxième ID, mais ma clé, elle représente toujours mon premier document, c'est-à-dire Alice. Donc en fait, le contrat que j'aimerais que nous passions, c'est ne modifions jamais l'ID. Parce que sinon, vous créez un nouveau document. Enfin, faites-le si vous savez ce que vous faites. Parce que ça crée un nouveau document, ça crée une nouvelle entrée en base de données, en toute logique. Au passage, CodeInDB supporte aussi les batchs et les snapshots. Ça, c'est grâce à LevelDB qui les supporte nativement. Utiliser un snapshot vous assure que l'ensemble des données requêtées reflète l'état de la base lorsque le snapshot a été créé. Utiliser un batch modifie la base de données de manière atomique, c'est-à-dire que toutes les modifications sont écrites en une seule fois. Par conséquent, un snapshot ne peut jamais refléter une part seulement des modifications d'un batch. Soit c'est toutes les modifications qui sont reflétées, soit c'est aucune. Donc utiliser les snapshots sans les batchs, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une transaction, mais ça s'y approche et ça vous permet d'avoir toujours la certitude que vous requêtez et que vous itérez sur la base de données dans un état qui est cohérent. Vous ne pouvez pas avoir la moitié d'un batch.
Notez d'ailleurs que lorsque vous créez un curseur pour itérer sur une collection, ce curseur contient un snapshot créé lorsque le curseur a été créé, ce qui vous assure de ne jamais recevoir de nouvelles données incohérentes si vous commencez un curseur que vous itérez dessus et que la base de données est modifiée par ailleurs. Alors, vous avez votre code business. Et ce code business, prenons une application classique, va créer une requête. Cette requête, elle va vous renvoyer des données que vous voulez accessibles offline, vous allez donc les mettre dans la base de données. Mais vous n'allez pas que les mettre dans la base de données, bien sûr, vous allez les renvoyer au business parce qu'il faut quand même que le business les traite. Vous avez fait cette requête pour une raison. Et puis, disons que vous avez à côté un network service qui va poll régulièrement, ou une WebSocket, ou whatever, et ce network service va lui aussi travailler de concert avec la base de données et le business. Ça, c'est un anti-pattern, hein, c'est un code smell, c'est pas bon. Vous allez en renvoyer des données à la fois à gauche et à droite, vous savez jamais laquelle est vraiment la dernière, vous savez pas si la base de données a vraiment pris en compte le truc, s'il y a eu un crash, etc. C'est pas cool. Donc, pour ça, on va utiliser évidemment le pattern classique de l'event bus. Vous allez mettre un event bus au milieu, ce qui va vous permettre de retirer plein de flèches, en l'occurrence tout ce qui est network, toutes les données passent d'abord par l'event bus et c'est l'event bus qui s'occupe de redistribuer à la fois sur le business ou sur la base de données. Mais là, on est encore à un acteur de trop. Okay, l'event bus n'a aucun moyen de savoir, en renvoyant à la fois au business et à la base de données, si tout se passe bien. Donc, je vous propose d'éliminer un acteur et d'éliminer évidemment l'event bus parce que la base de données, elle est event-driven. Elle gère les événements et vous pouvez donc écrire dans la base de données et écouter sur la base de données. Et lorsque vous écoutez sur la base de données, c'est la base de données elle-même qui va vous indiquer qu'il y a de nouvelles données qui sont arrivées selon votre requête. Alors, comment on fait ça? On register. Simplement, on utilise un DSL et par exemple, on va enregistrer sur le put. Je veux que dès qu'il y a un put dans la base de données, préviens-moi parce que peut-être j'affiche une liste et je veux mettre à jour cette liste. Dès qu'il y a un delete, préviens-moi parce que peut-être que je veux retirer la donnée de la liste parce que maintenant elle n'y est plus. Okay? Évidemment, on va récupérer une souscription et fermer cette souscription lorsque on n'en a plus besoin quand on quitte l'écran par exemple. Ça, c'est la réaction locale. Notez qu'il s'agit d'un DSL, on peut faire la même chose avec des objets si vous voulez que votre, j'en sais rien, que votre objet d'affichage, donc une activity sous Android, s'il implémente, je ne sais plus, c'est DB Listener ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi le faire sans passer par le DSL. Mais il y a d'autres raisons de register des listeners. Ça pourrait être, ok, lorsque tu vas ajouter un objet, assure-toi que lorsque tu vas ajouter un user, assure-toi que le first name est pas vide. S'il est vide, lance une exception. Donc on peut faire de la validation. Lorsque tu as supprimé un objet, bah tiens, supprime aussi toutes ces photos. Lorsque tu supprimes un utilisateur, on peut dire, ok, tu as supprimé un utilisateur, supprime aussi toutes ces photos, parce que les photos ne sont plus bien. Donc c'est une sorte de relation. Okay, et ça, ce sont les réactions globales. Donc vous pouvez aussi utiliser ce système d'event pour valider vos données avant qu'elles entrent en base de données ou pour réagir de manière globale lorsque les données sont supprimées. Alors, comment est-ce qu'on passe un contexte au listener? Disons que j'ai un listener, je veux réagir, mais je ne fais pas la même chose si la donnée vient du network, c'est-à-dire qu'il est encore autre chose, ou si je suis déjà sur l'écran et que je n'ai pas besoin d'afficher une notification, que je suis déjà sur l'écran et je le vois. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer un contexte au listener? Là, en l'occurrence, j'aimerais réagir uniquement si la donnée vient du network et pas, par exemple, si c'est moi qui l'ai écrite. Okay? Eh bien, on va créer un objet qui s'appelle, par exemple, messageContext et le trick, c'est qu'on va le faire hériter de OptionsWrite, qui est une interface qui ne contient rien, c'est juste un marqueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir le passer dans ces fameux derniers paramètres d'options à toutes les requêtes. Donc, pour ça, dans mon listener, je vais récupérer les options, récupérer mon messageContext, et puis ensuite, je vais simplement l'utiliser. Dire, OK, j'ai mon messageContext. Et comment est-ce que je passe mon messageContext? Eh bien, simplement, lorsque je put la donnée, eh bien, je peux passer un objet, enfin, un nombre infini d'objets de type OptionsWrite à la base de données.
Et donc c'est comme ça, de la même manière que vous pouvez passer des données au middleware, vous pouvez aussi les passer au listener en définissant vos propres objets. Voilà, c'est bientôt la fin de ce talk. Il nous reste encore un sujet à gérer, mais comme c'est bientôt la fin et que les recherches suggèrent que les gens qui sourient ont des meilleures notes, je vous propose des gens qui sourient. Voici Jane. Hein? Ah si, elle arrive, elle est là. Voici Jane. Jane est mariée avec John. Comme ils sont beaux, vous allez vous souvenir que la présentation était vraiment cool. Voici leurs deux enfants, Jill et Jack. Et donc, on voudrait modéliser toute cette jolie famille. Comment est-ce qu'on fait? On crée une classe personne avec un name. Là, elle n'a plus une seule valeur, c'est l'ID. De toute façon, il n'y en aura pas deux qui s'appellent pareil dans la même famille. On n'est pas aux États-Unis. Et donc, on crée une classe personne et on crée une classe child qui hérite de personne parce qu'une classe child peut avoir 2 parents, ou même 4, ou même 1, peu importe. On va put Jane et John dans la base de données, pas de souci. Et on va aussi put leurs enfants. Et là, on a un problème. Parce que si je récupère toutes les personnes, en réalité, je ne vais avoir que les parents. J'ai créé, sans le vouloir, 2 collections. Une collection de documents personnes, une collection de documents child. Parce que quand j'ajoute un child à la base de données, son type est child, donc je crée une nouvelle collection de type child. Pour régler ça, il faut gérer le polymorphisme et simplement dire la classe child est polymorphique. Son type de document, c'est personne, c'est pas child. Et en faisant ça, je crée une seule collection personne. Et à ce moment-là, lorsque j'itère sur l'entièreté de cette collection, j'aurai pas de souci. À noter que, évidemment, cette option-là ne fonctionne qu'en Java, si vous voulez faire, enfin que sur la JVM. Si vous voulez faire du Kotlin multiplatform, il y a une autre manière de le faire, il y a une autre API qui est un peu plus complexe, qui vous demande de configurer la base de données directement. On ne va pas rentrer là-dedans, vous avez compris que voilà, si vous voulez faire de la JVM et de l'Android simplement, ça c'est la solution la plus simple. Si vous voulez faire du multiplatform, il va falloir passer par une API, un DSL un poil plus complexe. Ah bah si, j'ai mis les slides pour ça. Pardon, j'avais oublié. Donc en fait, c'est une type table. Une type table, simplement, quand je crée la base de données, je crée une type table. Je définis que j'ai un type de document qui s'appelle personne et qu'elle a des sous-types qui s'appellent child. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Donc vous pouvez utiliser @polymorphic, vous pouvez utiliser ça. Ça marche dans les deux cas si vous êtes sur JVM ou Android, mais ça, c'est la seule solution que vous avez si vous utilisez Kotlin multiplatform et Kotlin native. Comment est-ce qu'on migre des données ? En voilà une bonne question. Eh bien, en fait, ça dépend de plein de choses, du serialiseur que vous utilisez, de votre configuration de la type table. Globalement, c'est manuel. Pour l'instant, la migration n'est pas encore très bien gérée. Ça se fait, c'est possible, mais il n'y a pas de workflow facile, donc on y travaille pour la version 1.1. Voilà, CodeInDB arrive très bientôt. Elle arrive ce mois-ci. En fait, on a terminé l'API Freeze et il nous reste à écrire la documentation et les démos. La documentation a commencé. Donc, en fait, CodeInDB, la première version va être release en bêta en mars. Il y a plein de choses, on a plein d'idées. Faire une meilleure API de migration, ajouter les coroutines, un plugin de compilateur, rajouter le support de JavaScript, faire un middleware de synchronisation. Enfin, il y a plein d'idées. On cherche évidemment à supporter le développement de la base de données. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà, je remercie encore une fois Talking KT qui m'a invité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ici, c'est le lien des slides si jamais vous voulez les récupérer. Et ici, bien sûr, le lien vers le code de la librairie si jamais vous voulez surveiller et ou jouer avec. Vous pouvez me contacter à mon adresse email ou me suivre sur Twitter, mais je tweete une fois tous les 36 du mois. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour le talk, super intéressant. Moi, j'ai juste une question, puisqu'on est plutôt habitué, on parle d'Android, multiplateforme, etc. La question en fait des perfs, notamment en fait par rapport à SQLite, je pense, notamment.
Est-ce que tu as quelques insights à nous fournir là-dessus? Alors, merci pour ta question. Ça tombe drôlement bien. J'avais préparé ceci. Donc, évidemment, les perfs, c'est la première question que tout le monde se pose. Est-ce que ta librairie, elle ne va pas me plomber mon application? La réponse est non. On est sur du NoSQL. SQLite émule un fonctionnement serveur avec du SQL, donc quelque chose de très complexe. CodeInDB est beaucoup plus rapide. Donc là, ce slide est en milliers d'opérations par seconde. Donc le plus, c'est mieux. Si on regarde les puts, SQLite fait 200 puts par seconde. Alors on est sur un objet. Alors évidemment, il ne faut jamais croire à un benchmark qui vous est présenté en présentation. Faites vos propres benchmarks, faites-vous vos propres idées. On est sur un objet hyper simple et on utilise ici Kotlin Serialisation, qui est un système de serialisation qui est résolu à la compilation, donc qui est évidemment très rapide. Si on parle de put, le put est beaucoup plus rapide. On peut faire 85 000 puts sur un objet très simple, hein, encore une fois, avec Codein, là on peut en faire que 200 par seconde. Si jamais on parle du get, c'est intéressant, on peut faire 600 000 get avec Codein, là on peut faire que 65 000 avec SQLite. Et ça prouve que le relationnel n'est pas forcément nécessaire. Si vous get un objet et puis que cet objet a une clé et que vous get ce deuxième objet, parce que quelque part c'est une relation, c'est pas un problème. Vous serez quand même beaucoup plus rapide que SQLite qui va peut-être vous get. Et encore ça, c'est une requête simple. Il n'y a pas la notion de relationnel, il n'y a pas la notion de jointure. Donc en fait, le relationnel dans une base de données NoSQL n'est pas forcément nécessaire parce le get est extrêmement rapide. À partir du moment où vous itérez, c'est-à-dire vous faites une requête et ça va vous retourner plusieurs résultats. Les performances sont plus proches de SQLite, même si on est quand même 2 fois plus rapide si on itère sur 10 données. Alors là, je ne vous parle pas du nombre de documents dans la collection, mais juste du nombre de documents que vous allez récupérer de la collection. Si on prend le cas simplement d'une liste sur un smartphone, les performances vont être bien meilleures que SQLite parce que vous allez afficher en même temps que maximum, si 20 données ça tient sur votre écran, c'est quand même des petites données. Donc ça posera aucun problème. Et vous allez charger au fur et à mesure que ça scrolle. Et votre utilisateur va certainement pas scroller plus que 110 000 entrées par seconde. Donc tant que vous restez sur des données que vous scrollez, que vous récupérez de manière raisonnable, vous avez des bien meilleurs perfs que SQLite, en l'occurrence 2 fois les perfs de SQLite. À partir du moment où vous voulez itérer sur un grand nombre, alors encore une fois, ce n'est pas le nombre de documents dans la collection, c'est le nombre de documents que vous allez traiter. Là, on s'approche d'un cas statistique, d'un cas de serveur, et donc en toute logique, on se rapproche des performances de SQLite et voir SQLite les dépasse, parce que clairement, c'est une base de données qui est optimisée pour les cas client et mobile et pas pour les cas serveurs. Donc si vous allez itérer sur 100 ou 200 données, forcément SQLite qui est fait pour et qui est optimisé pour ce genre de cas d'usage sera plus rapide. C'est pour ça que je vous engage à évidemment benchmarker. Cela dit, je pense que dans la grande majorité des cas, dans vos applications mobiles, vous serez plus vers la gauche de ce diagramme que vers la droite.